bienvenue à toutes et tous pour ces connexions sur le thème de l'exigence de qualité dans la restauration du patrimoine bâti. Et puis, écoutez, je donne la parole à Gabriel pour les propos introductifs. Donc, au sein du pôle patrimoine, il existe des collèges et des groupes de travail qui se sont mis en place et très vite, à plusieurs partenaires, Petite Cité de Caractère, la CAPEB Pays de la Loire, le Passerelle et Patrimoine Environnement, on s'est rendu compte que c'était un peu nébuleux, un peu pas toujours clair pour les intervenants de connaître ce que c'est qu'une charte, un label, une prescription, une préconisation. Donc, on s'est saisi de ce sujet-là. On a essayé d'y voir clair sans nécessairement être exhaustif et on a abouti à la mise en place d'un petit état des lieux qu'on vous soumet, qui a déjà été présenté aux rencontres nationales, régionales, pardon, du patrimoine en novembre 22. Diapo. Suivant. Le patrimoine nigérien, national, européen ne se résume pas au patrimoine qui fait l'objet d'un label, de charte ou de marque de qualité. En fait, sur notre territoire, il y a beaucoup de patrimoine et partout. Cette rencontre en ligne, c'est le fruit d'un groupe de travail organisé au sein du pôle régional patrimoine, souhaitant clarifier les critères de qualité qui sont souvent attribués à l'existence d'un label. L'objectif de cette visioconférence est donc de cerner la typologie des intervenants professionnels en tentant de faire une distinction entre les marques, les chartes et les labels, pouvant concerner les territoires, des porteurs de projets, publics, associatifs ou privés. Diapo suivante. Cette visioconférence sera peut-être suivie d'une autre édition parce que les partenaires qui m'ont témoigné après moi, vous verrez qu'ils couvrent une partie du champ des intervenants du patrimoine et bien sûr, on souhaiterait associer d'autres intervenants du patrimoine sur le sujet. Donc, pour essayer de clarifier, un label peut être attribué à une personne, un produit ou un territoire. On a pris l'exemple de l'entreprise du patrimoine vivant, label de la Fondation du patrimoine, ville, pays d'art et d'histoire. Une marque est attribuée à un produit, à un territoire, un dispositif ou à des professionnels. L'exemple, les petites cités de caractère, le certificat d'identification professionnelle patrimoine, le groupement national des entreprises de monuments historiques. Suivant. Le label est souvent perçu comme revêtant un critère de qualité. C'est par exemple ce que le CESER, Comité économique et social régional, a émis très récemment dans un rapport qui a été présenté en novembre 2023 sur le thème des patrimoines nigériens. Et ils ont émis la nécessaire labellisation par la région dans le dispositif des contrats de territoire de tout ce qui va être volet patrimoine au niveau valorisation, formation, mise en place des parcours et autres circuits territoriaux. Donc, on voit bien que la notion de label est souvent liée à une notion de qualité de la prestation. Une charte, elle représente un système d'engagement et de critères de qualité à respecter. Bien noter la notion d'engagement. L'exemple des maîtres verriers permet d'envisager un bon diagnostic et un état sanitaire des verrières en amont d'une décision de restructuration ou de restauration des vitraux. Et on pense notamment aux églises du 19e siècle, indépendamment d'un éventuel appel d'offres et d'un programme d'usage compatible des lieux du culte. Une qualification est généralement attribuée par un tiers auprès des professionnels, artisans, entreprises, architectes, selon des critères, là aussi, à respecter. L'exemple, il existe à Calibat un dispositif par entreprise qui est soit du niveau intervention en monument historique, soit intervention sur du patrimoine régional. Donc, à Calibat, nous sommes tailleurs de pierre, monument historique, charpentier, monument historique, etc. Suivant. Les règles professionnelles, parce que souvent on nous parle de prescription, préconisation, règles, normes. Donc, on essaye de clarifier cette affaire. Les règles professionnelles, les règles de l'art, la réglementation qui s'applique sur la construction neuve doit s'adapter aux caractéristiques du bâti ancien, tout en laissant la possibilité aux professionnels d'être assurés pour les travaux réalisés. Un travail de normalisation a été mené dans un cadre européen associant des artisans du patrimoine par l'AFNOR et le ministère de la Culture,
Une des normes porte sur la performance énergétique du patrimoine culturel, patrimoine de proximité compris. Les règles de l'art dans la profession sont celles qui correspondent à l'état de la technique au moment de la réalisation de l'ouvrage ou de la prestation. Ces règles se composent d'un ensemble de pratiques professionnelles à respecter qui sont spécifiques à chaque domaine afin que les ouvrages ou les prestations soient correctement réalisés. Les règles de l'art s'énoncent généralement sous forme de principes réputés connus des professionnels de la matière. Suivant. Il existe par ailleurs des dispositifs de type guilde. La guilde, il s'agit d'une marque qui permet de fédérer et faire connaître des acteurs qui s'engagent à respecter des critères de bonne mise en œuvre. Exemple, la guilde de la chaux. Les titres. Alors, parce que quand on parle de qualification d'entreprise, il y a aussi la qualification des professionnels eux-mêmes. En cela, le titre est assimilé à une qualification. Les titres sont très nombreux. On n'a pas souhaité en faire une liste, on n'y arriverait pas. Par contre, on peut citer, bien sûr, les maîtres d'art, le meilleur ouvrier de France. Parmi les métiers d'art, citons les restaurateurs. Diapo suivante. Les exemples que vous avez ne sont pas nécessairement faciles à lire, sont des exemples qui illustrent la volonté des acteurs du patrimoine, publics, privés, prescripteurs, intervenants, de mettre en exergue les exigences de qualité requises selon qu'on agit sur un territoire auprès de porteurs de projets, de professionnels appelés à intervenir en conservation jusqu'à la valorisation du patrimoine. Suivant. Voici donc un petit repérage sous forme de tableau de ce que nous estimons être la différence entre des labels, des chartes et des marques. Bien sûr, le tableau peut être complété, ça pourra faire l'objet de dialogues avec les gens aujourd'hui présents et au sein de notre groupe de travail du pôle patrimoine. Voilà, donc ça, c'est une diapo qui permet de visualiser toute une gamme de l'Europe jusqu'au territoire, de territoires labellisés, de procédures labellisées, de chartes qui s'appliquent d'exigences, un secteur sauvegardé, il y a des exigences, etc. Donc, vous l'avez, c'est un visuel qui peut rester et qui donc permettra de se repérer, sachant qu'après la loi LCAP, beaucoup de dispositifs sont appelés maintenant sites du patrimoine remarquable. Voilà. Merci. Merci beaucoup, euh, Gabriel. Donc, je vais reprendre, enfin, on va dérouler effectivement la suite du programme. Donc, pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le fil de discussion. N'hésitez pas aussi à couper votre micro si vous ne parlez pas. Nous allons donc passer à la présentation de deux points de vue différents, donc le point de vue du prescripteur et d'un professionnel qui œuvre dans la restauration du patrimoine bâti. Et je vais donc donner la parole à Emmanuel Serran, délégué Loire-Atlantique de la Fondation du patrimoine. Bonjour à tous. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, je vais vous faire une première présentation rapide des missions et des outils de la Fondation du patrimoine. Alors, qui sommes-nous? Donc, on a un organisme à but non lucratif reconnu d'utilité publique. Et donc, on est le premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine. Donc, on a quelques chiffres qui vous sont communiqués juste à droite. Donc, notre priorité, c'est la sauvegarde du patrimoine local non protégé et en péril dans toute sa diversité. Et donc, on agit en fait partout en France aux côtés des associations et des collectivités locales, donc à travers 21 délégations régionales et 100 délégations. Je vous laisse découvrir les chiffres. On va plutôt regarder ceux des Pays de la Loire, qui sont ceux qui nous concernent le plus. Donc, on peut passer. Alors, quelques chiffres en Pays de la Loire. Donc, en 2022, la Fondation du patrimoine en Pays de la Loire a soutenu 163 projets, dont 120 labels. Alors, j'y reviendrai, hein, ce qu'on entend par label, mais donc 163 projets au total, 1,3 million d'euros de dons collectés, 28 millions d'euros de travaux soutenus, 4 millions d'euros d'aides complémentaires accordées par la Fondation
Et donc, au niveau des moyens, donc on a 80 bénévoles et 3 chargés de mission et un mécénat de compétences. Donc, enfin, pour les 3 chargés de mission qui sont des salariés de la fondation. Suivant. Alors, un point important, la Fondation du patrimoine n'agit pas seulement sur le patrimoine bâti. Donc, sur le bâti, évidemment, c'est tout type de patrimoine, mais ce qui est relativement récent et sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est le patrimoine naturel, avec tout ce qui est paysage, milieu naturel, les parcs et jardins, et puis tout ce qui est maintien de la biodiversité, et enfin, le mobilier. Alors, notre ingénierie financière, donc on va commencer rapidement par le haut. Je m'excuse, le slide n'est pas très lisible. Si on commence par la partie haute du camembert, donc là, on voit tous les leviers d'action de la Fondation du patrimoine. Donc, on commence par la collecte de dons, en fait, qui est l'outil qu'on utilise essentiellement pour les collectivités locales et les associations. Ensuite, dans le sens des aiguilles du montre, donc en allant vers la droite, on a le loto du patrimoine, avec ces projets qui sont sélectionnés une fois par an. Donc un projet par département et un projet emblématique par région. Ensuite, on a les labels qui sont à destination des particuliers, dont je vais détailler le contenu un petit peu plus tard. Ensuite, on a des partenariats avec des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, ça peut être effectivement dans le cadre de labels. Il faut savoir qu'il y a des collectivités, d'ailleurs, qui sont nombreuses en Pays de la Loire, qui accompagnent la Fondation pour financer les labels. Ensuite, on a des prix et des concours qui sont thématiques, des aides directes qui proviennent des fonds de la Fondation qu'elle a en propre grâce à son statut particulier. Ensuite, on a des programmes thématiques, des mécènes nationaux qui peuvent intervenir avec également des thématiques particulières. Et puis, on a nos mécènes régionaux et départementaux avec nos clubs de mécènes. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, on va maintenant faire un zoom sur le label. Donc, rapidement, en synthèse, le label de la Fondation du patrimoine, donc il est destiné uniquement aux propriétaires privés pour les aider à financer leurs travaux de restauration. Il reconnaît l'intérêt patrimonial d'un immeuble, qu'il soit bâti ou non bâti. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. S'il y a un décret, le décret n'est pas encore paru, mais dans la loi, on peut effectivement maintenant accorder des labels à des parcs et jardins. J'y reviendrai. Là, le label, il s'adresse à des bâtiments qui sont non protégés au titre des monuments historiques et situés dans certaines zones. Donc, on voit les 4 grands critères d'éligibilité que je vais détailler tout à l'heure. Donc, le premier, c'est l'intérêt patrimonial. Le deuxième, c'est que les travaux, évidemment, ne soient pas débutés. Le troisième, c'est la qualité de la restauration extérieure qui est envisagée. Donc là, on rejoint ce qu'a présenté Gabriel tout à l'heure. Et puis, le dernier volet, c'est que dans la mesure où, effectivement, c'est quelque part un financement public, puisque ça autorise des déductions fiscales, il est impératif que le bâtiment qui est effectivement labellisé soit visible depuis la voie publique ou accessible au public. Suivant. Alors, le label, c'est un outil financier. Donc, le principe, c'est que si effectivement le propriétaire, le bien est éligible, la fondation doit octroyer au minimum 2% du montant des travaux pour que le label puisse être opéré. Et donc, en fait, il y a un avantage fiscal qui est assorti et associé à l'attribution du label, donc qui est, j'y reviendrai également, une déduction de 50% minimum du montant des travaux sur le revenu imposable. On peut également, alors c'est quand même assez rare, mais on peut mobiliser du mécénat sur un label, j'y reviendrai également. Et puis, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que les labels peuvent bénéficier d'une aide des collectivités territoriales, que ce soit le département,
ou les comités de communes. Et on verra que également dans certains cas, c'est même on a des partenariats avec les collectivités territoriales, souvent les comités de communes, qui nous financent le 2%. C'est-à-dire qu'en fait, sur un périmètre précis, sur la communauté de communes, en fait, tous les labels qui vont être attribués vont être financés par la collectivité territoriale et donc les fonds vont bien entendu transiter par la fondation, mais donc ça va nous permettre, je dirais, d'accorder un plus grand nombre de labels parce qu'effectivement, on a, nous, en tant que fondation, ben, des fonds propres qui sont quand même limités et donc à un moment donné, on trouve nos limites. Suivant. Alors, le cadre légal, il est inscrit dans la loi, hein, c'est le Code du patrimoine. Donc là, je vais pas y revenir. Vous avez simplement sur les photos, là, un exemple. Vous voyez typiquement du patrimoine rural et la photo avant et après. Un point qu'il faut noter, c'est que donc on est sur des immeubles privés bâtis ou non, donc puisque les parcs et jardins sont maintenant labellisables, non protégés au titre des monuments historiques. Le délai, en fait, il est de 5 ans, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le label, on a 5 ans pour réaliser ces travaux, et donc on peut étaler dans le temps, en fait, la réalisation de ces travaux et la déduction fiscale correspondante. Suivant. Alors, les conditions qui tiennent à l'immeuble. Donc, l'immeuble doit être un immeuble, hein, c'est la première des conditions. Et contrairement aux monuments historiques dont la protection peut être accordée à des biens meubles, le label, lui, est exclusivement destiné à des immeubles, aux biens immeubles, donc non déplaçables, et également aux parcs et jardins. Voilà, suivant. Alors, il y a effectivement un élément qui est important, c'est que le bien qui va être, qui peut être labellisé, doit effectivement appartenir à une commune. Alors, soit remplir une des 4 conditions en termes de localisation. Première des conditions, c'est situé dans une commune de moins de 20 000 habitants. Donc là, l'objectif, c'est que je rappelle que la mission originelle de la Fondation du patrimoine, c'est de travailler sur le patrimoine rural. Donc, effectivement, on vise des communes qui sont communes de moins de 20 000 habitants. Alors, l'exception, c'est les sites patrimoniaux remarquables. Donc, dans ce cas-là, effectivement, quand on est sur une ville une agglomération de plus de 20 000 habitants, à condition qu'elle ait un SPR, on peut labelliser des biens à l'intérieur du SPR. Donc, ça peut être, par exemple, dans Nantes, si je prends l'exemple Pays de la Loire, département Loire-Atlantique, on peut labelliser une façade d'immeuble, à condition qu'elle soit dans le périmètre du SPR. Troisième catégorie, c'est les sites classés au titre du Code de l'environnement. Et puis également, on peut labelliser tout ce qui est non habitable et donc qui est caractéristique du patrimoine rural. Ça peut être des pigeonniers, des murs, des fours à pain, des lavoirs et autres. Suivant. Alors, une condition importante, puisque là, on voit que l'objectif, c'est de viser le patrimoine qui est non classé au titre des monuments historiques. Donc, on ne classe, enfin, on attribue un label que pour les biens qui sont non protégés au titre des monuments historiques. Suivant. Alors, un point qui est très important, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que l'immeuble doit être visible depuis la voie publique. Ou, ce qui est nouveau, il y a d'autres conditions d'attribution, c'est que s'il n'est pas visible, il doit être ouvert au public par son propriétaire. Donc, quand on dit ouvert au public, j'y reviendrai, c'est les mêmes conditions d'éligibilité que pour les monuments historiques ouverts à la visite. Donc, concernant la visibilité de la voie publique, donc on doit pouvoir apprécier depuis la voie publique la majorité des parties les plus intéressantes, et donc ils doivent pouvoir être appréciés à une distance raisonnable. On doit pouvoir percevoir les détails de toute la façade.
Et donc, le terme voie publique s'entend par une voie ouverte au public, c'est-à-dire que c'est une route, ça peut être une voie communale, ça peut être une rivière navigable, un fleuve, ça peut être un chemin de randonnée. L'essentiel, c'est que effectivement le public puisse accéder et voir en fait l'extérieur du monument. Donc sur le bâti habitable, la façade principale doit être visible, et puis la voie publique. Et sur ce qui est non habitable ou non bâti, donc tout ce qui est petit patrimoine rural, les moulins, etc., les travaux dont il fait l'objet doivent être visibles également par le public. Suivant. Alors effectivement, ce qui est nouveau, c'est que lorsque le bâtiment n'est pas visible depuis une voie publique, il est possible d'obtenir le label à condition d'ouvrir l'immeuble en question au public selon les mêmes critères que ceux qui sont exigés pour les monuments historiques, hein. C'est-à-dire que j'ai plus en tête, mais je crois que c'est 40 jours 40 jours de juin sur le mois de juin, juillet, août, ou 50 jours si on étale sur, je crois, d'avril à septembre, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc on a les mêmes règles. Et dans ce cadre-là, il faut faire une demande à, à l'État, en fait, à déposer un dossier, une demande, effectivement, d'autorisation d'ouverture au public du dit monument. Voilà. Suivant. Alors, condition est évidemment très importante, c'est que le bien doit être intéressant patrimonialement. Donc là, effectivement, il y a forcément un caractère de subjectivité, mais je dirais le gardien du temple, c'est quand même l'ABF, hein, puisque en dernier recours, en première visite, c'est la fondation et les délégués qui effectivement vont sur le site et jugent de l'intérêt patrimonial de l'immeuble. Donc ça peut être, je dirais, sous différents angles, hein, artistique, symbolique, historique, botanique, social, économique, scientifique ou technologique. Effectivement, ça peut varier selon les circonstances, les périodes, les régions. Mais en dernier recours, dans tous les cas, effectivement, c'est l'architecte des bâtiments de France qui jugera si effectivement on a un doute au niveau de la fondation du patrimoine, du caractère éligible ou non du bien. Et s'agissant des parcs et jardins, le label vise des sites qui témoignent d'une intention humaine dans leur conception et qui sont le fruit d'une œuvre humaine délibérée, pensée et assumée. Donc, ça ne peut pas être un espace naturel, c'est forcément, je dirais, un parc ou un jardin qui a fait l'objet d'une création, d'une intention, et c'est ça qu'on va labelliser. Voilà, suivant. Alors, les conditions tenant au propriétaire, hein, le propriétaire doit être une personne de droit privé. C'est donc toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, donc non compris les associations. Donc, ça peut se faire au travers de SCI, à condition qu'elles soient transparentes fiscalement. Ça peut être des copropriétés, des indivisions. Voilà. Donc, l'essentiel, effectivement, c'est que in fine, le détenteur du bien soit une personne physique. Suivant. Alors ensuite, il y a des conditions qui tiennent aux travaux. Comme je l'ai dit, il faut que les travaux n'aient pas commencé avant l'octroi du label. Donc, ça, c'est une condition très importante. Les travaux doivent recueillir l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Donc, dans les faits, en pratique, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une demande de label, il y a une visite du délégué de la Fondation du patrimoine sur le site. Lui juge de l'intérêt patrimonial du bien. Il demande effectivement au propriétaire de remplir un dossier et tous les mois, dans chaque département, on a une revue avec l'architecte des bâtiments de France de tous les dossiers. Et donc, on voit à la fois, effectivement, avec l'architecte, à la fois l'intérêt patrimonial du bien, mais également le contenu et l'exigence qu'on a en termes de restauration du bien. Et donc,
enfin, c'est sur ce point-là, effectivement, que le label, il y a des exigences qui sont parfois non comprises par les propriétaires parce qu'on va aller très loin dans l'exigence en termes de restauration. Ça va jusqu'à juger les profils de fenêtres, la qualité des enduits, etc. Et j'en passe. Suivant. Alors, l'avantage fiscal lié au label. Donc, ça, c'est inscrit dans la loi, hein. Donc, quels travaux on peut déduire et à quelle hauteur. Donc, c'est les deux, en fait, il y a deux, comment dire, possibilités. La première, c'est la déduction sur le revenu global imposable. Donc, si la fondation, ce qui est le cas général, attribue 2% de subvention, le propriétaire pourra déduire 50% du montant des travaux d'entretien de réparation quand les travaux ont été réalisés, hein, et cela sur 5 ans. Il y a une exception qui est lorsque la fondation attribue 20% de subvention, mais ça n'est que le cas que lorsqu'il y a des conventions passées avec des collectivités locales, puisque le cas général, c'est que la fondation attribue 2%. Dans certains cas et sur certains secteurs où les collectivités veulent encourager effectivement la restauration des biens, elles peuvent abonder à travers la fondation jusqu'à 20%. Et dans ce cas, les travaux d'entretien sont déductibles à hauteur de 100%. Mais ça reste, je dirais, aujourd'hui exceptionnel et sous condition de subvention des collectivités. Et puis également, il y a possibilité de déduire des revenus fonciers, voilà, avec une limite alors sans application, pardon, de la limite de 10 700 € qu'on rencontre effectivement dans le cadre des déficits fonciers liés à la location de biens. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, la clôture du label. Donc le label, j'ai dit que le propriétaire avait donc 5 ans pour réaliser ses travaux. Et donc, une fois les travaux terminés, il y aura effectivement une visite du délégué et on s'assurera qu'il y a une conformité par rapport aux prescriptions qui ont été données par l'architecte des bâtiments de France. Et donc, si effectivement donc on vérifie que les travaux sont réalisés dans les bonnes conditions, on attribuera effectivement, enfin on clôturera le label. Alors il peut y avoir des cas de non-conformité, mais enfin ça reste quand même rare. Et puis parfois ce qu'on appelle des labels caducs, c'est-à-dire que les travaux n'ont pas été réalisés pour des raisons qui ne tiennent pas à la fondation, mais à des cas particuliers. Voilà, suivant. Donc j'en ai terminé sur la présentation des labels. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc maintenant ou plus tard. Voilà, donc on se donne, enfin on vous propose voilà, de poser vos questions si vous en avez pendant les 5-10 prochaines minutes. Soit vous demandez, enfin vous levez la main ou vous posez votre question dans le fil de discussion. Il y a Madame Belzic Céline qui souhaite poser sa question. Allez-y. Oui, bonjour. Vous pouvez revenir sur la diapositive concernant les labels pour les monuments historiques. J'ai compris qu'effectivement, c'était pas possible quand on était un monument historique classé, mais il semble qu'il y a des dérogations. Ça m'intéresserait, s'il vous plaît. Merci. Alors, J'imagine que c'est oui, les cette dérogations, diapositive-là. c'est pour les bâtiments qui sont partiellement classés. C'est-à-dire que quand vous avez une partie du bâtiment qui est classée, nous, on peut intervenir et attribuer un label sur la partie qui est non classée. Hein, puisque souvent, dans le classement des monuments historiques, vous avez souvent effectivement enfin, je sais pas, vous pouvez avoir le corps de bâtiment principal qui est classé, mais pas les dépendances, par exemple. Et donc là, on pourra intervenir sur les dépendances. Mais en aucun cas, on intervient, en tout cas, un label ne peut pas être attribué sur un monument qui est classé. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Donc, je vais donner la parole. Donc, je reprends mon diaporama. Je vais donner la parole à Jean-Marie Landré, donc qui est le chef de projet environnement la CAPEB Pays de la Loire. Il va vous présenter donc le CIP Patrimoine, qui est donc une marque destinée aux artisans du patrimoine qui souhaitent valoriser leur savoir-faire sur les marchés du patrimoine. C'est à vous, Jean-Marie. Bonjour à tous. Alors, je suis Jean-Marie Landré, je travaille à la CAPEB Pays de la Loire. Donc, pour rappel, rapidement, la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, donc représente, défend et accompagne les entreprises artisanales du bâtiment. Aujourd'hui, la CAPEB, c'est plus de 61 000 adhérents, entreprises du bâtiment qui retrouvent du coup, par l'intermédiaire de la CAPEB de l'information, des conseils et des services visant à faciliter le quotidien des artisans. Donc aujourd'hui, je vais rappeler un peu la démarche patrimoine à la CAPEB, Pays de la Loire, et dans les départements. Et je suis accompagné de Sébastien Ritouet, qui est charpentier couvreur dans le Maine-et-Loire, et qui est titulaire du CIP Patrimoine. Donc je vais un peu expliquer cette marque aussi qui existe depuis plus de 25 ans et qu'on a décidé voilà, de dynamiser cette année avec la création en début d'année de la Commission régionale patrimoine. Alors, la Commission régionale patrimoine regroupe des artisans qui sont donc acteurs du patrimoine, qui ont des savoir-faire dans les métiers du patrimoine dans la région. Cette commission donc s'articule autour de valeurs fortes dans le patrimoine comme la proximité, le savoir-faire et la transmission. Des valeurs qu'on a souhaité mettre en avant lors du lancement officiel de la commission le 7 novembre dernier. Donc, on a eu l'occasion de mettre en avant cette commission sur le chantier, lors du début du chantier du moulin du pavé dit de Brissac, dans le Maine-et-Loire. Le propriétaire, Philippe Coel, nous a donné cette opportunité. Le moulin de Brissac, c'est le lauréat 2023 de la mission Berne. Donc, on a fait doublon cette matinée-là en effectuant le levage de la hucherolle avec l'entreprise Croix, qui est d'ailleurs adhérent de CAPEB, sur laquelle va intervenir aussi l'entreprise Cotenso et Marolo, des entreprises également adhérentes. Donc c'était une matinée très riche en événements. Le président aussi, Alain Lacour, a pu expliquer en quoi la commission patrimoine allait être importante dans les années à venir et les actions qui étaient aussi en perspective pour les prochaines années. L'idée, c'est de valoriser les compétences des artisans grâce au CIP Les Patrimoines. Donc, on s'appuie sur déjà le travail qui a été fait, notamment par Yannick Février, pour rassembler, identifier les entreprises et les amener vers cette distinction. Maintenant, il y a d'autres enjeux aussi, comme la promotion des métiers, la promotion du patrimoine dans tous les métiers. L'idée, c'est qu'on puisse qu'on permette la montée en compétence de tous les artisans qui aient des réflexes en intervenant sur du bâti ancien. Et un des rôles aussi de cette commission patrimoine est de coordonner les groupes patrimoine départementaux. Chaque territoire a déjà des groupes en place où des rencontres ont lieu entre les artisans. Il y a également des réunions techniques, des visites de chantier, c'est des choses qui se font. Donc, la commission permet justement de se faire partager les bonnes pratiques dans tous les départements des Pays de la Loire. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, sur cette diapositive, donc, sont présentés les membres de la commission régionale. On a tout d'abord Étienne Cotenso, qui est le chef de file régional et président de la commission. Étienne Cotenso est tailleur de pierre et maçon dans le Maine-et-Loire. On a également Sébastien Ritouet, donc qui m'accompagne aujourd'hui pour présenter la démarche patrimoine et qui est charpentier et couvreur dans le Maine-et-Loire. Philippe Lambron, menuisier, charpentier et couvreur en Sarthe. Et également Géry Grenoux, qui est tailleur de pierre en Mayenne. Donc, c'est 4 artisans, donc
via ces cartes adhérents, on échange régulièrement, en général une fois par mois, pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé dans chaque département et coordonner les actions à venir. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, donc la CAPEB s'appuie sur un réseau de professionnels de confiance titulaires du CIP Patrimoine, donc les artisans du patrimoine, comme on les appelle à la CAPEB. Donc les artisans du patrimoine sont référencés à la CAPEB. Donc le diaporama vous sera transmis, vous aurez la possibilité justement de consulter cette carte pour les visualiser. Donc en détail, diapo suivante s'il vous plaît, on va expliquer qu'est-ce que le CIP Patrimoine. Alors le CIP Patrimoine est reconnu par les marchés publics, enfin par l'État et opposable sur les marchés publics depuis le 7 novembre 2001, par l'arrêté du 7 novembre 2001. C'est un certificat d'identité professionnelle avec un double enjeu en fait pour les artisans, un moyen de valoriser leur savoir-faire et de renforcer leur place sur le marché du patrimoine pour être identifiés par les particuliers et les maîtrises d'ouvrage publics. Et donc, pour ces derniers, c'est un gage de qualité en choisissant une entreprise compétente pour les travaux de rénovation et de restauration du bâti ancien, mettant en avant des savoir-faire d'exception. En effet, le CIP Patrimoine, comme on va le voir, permet en fait d'identifier des artisans qui ont des vrais savoir-faire, qui sont validés par une commission, comme on peut le voir dans les conditions d'obtention. Donc, il y a trois conditions d'obtention. En 1, être artisan. En 2, avoir suivi le stage préparant au CIP mention patrimoine. Alors, ce stage, il y en a un tous les ans. Le formateur, c'est Philippe Perron pour l'année prochaine. Il y a une ouverture de stage là pour le début de l'année prochaine. On transmettra également, s'il y a des artisans qui sont présents aujourd'hui, les liens en tout cas, l'information sera diffusée. Et la troisième condition, une fois que le stage a été suivi, c'est de présenter à la commission CIP Patrimoine au minimum 3 références de chantier à caractère patrimonial. Donc, Sébastien Ritouet va justement vous présenter une des références qu'il a pu envoyer à la commission et il y aura un focus là-dessus juste après. Diapo suivante. Alors, donc ici est présenté un petit récapitulatif pour connaître un peu le process pour qu'un artisan devienne titulaire du CIP Patrimoine. Donc, comme je l'ai rappelé, tout d'abord, avoir suivi le stage préalable au CIP Patrimoine, qui dure 3 jours. Ensuite, présenter un dossier à la commission CIP Patrimoine. Donc, si ce dossier est validé avec les 3 références de chantier, l'artisan est titulaire sur une durée de 4 années. Au bout de ces 4 années, il devra renouveler les références de chantier lors d'une nouvelle commission régionale patrimoine qui a lieu en général tous les ans, une fois par an. Dans le cas où une des références n'est pas validée ou qu'il y a des conseils pour améliorer encore la prestation, il est proposé un CIP Patrimoine probatoire où en fait l'artisan devra l'année qui suit représenter une nouvelle référence pour montrer ses savoir-faire. Alors justement, se tiendra dans 10 jours une commission CIP Patrimoine. Donc, la commission CIP Patrimoine est composée d'un jury, présente un jury qui est composé d'artisans qui sont titulaires du CIP Patrimoine, également de monsieur Jean-Pierre Bossier, qui est délégué régional de la Fondation du Patrimoine, de monsieur Gabriel Turkel-Beauregard, l'ABF architecte des bâtiments de France de Maine-et-Loire, et également de monsieur Régis Ribet, qui est architecte du patrimoine en Loire-Atlantique. Diapo suivant, s'il vous plaît. Et je vais laisser la parole à Sébastien Ritouet, qui va justement faire un focus sur une des références qu'il a pu présenter à cette commission CIP Patrimoine. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc Sébastien Ritouet, donc artisan dans le nord-est du Maine-et-Loire.
et on intervient sur les métiers de la charpente bois et de la couverture, et principalement l'ardoise, évidemment. Adhérent CAPEB, forcément, et titulaire du CIP Patrimoine depuis une dizaine d'années. Je suis aussi titulaire d'une autre qualif qui s'appelle, qui est dans le dispositif Calibat, qui s'appelle couverture du bâti ancien. Le dossier qui suit, puisque c'est l'objet de la présentation, c'est un dossier qui a été constitué en 2018 à partir d'un chantier réalisé en 2015-2016. C'était une de mes 3 références lors d'un de mes renouvellements du CIP. Et puis la présentation lors de cette commission se passe de la façon suivante. Tout le monde est autour de la table. Évidemment, on a la possibilité de projeter ce dossier à l'écran et de voir tout ça de très près. C'est constitué d'éléments probants, bien étayés, de telle sorte que chacun puisse avoir une vision très claire et très nette de ce qui se passe, quoi. Et puis à travers le dossier, évidemment, on doit être capable de retranscrire l'écoute des travaux de restauration et de la demande du client initial, des axes de proposition qui ont pu être faits, et puis évidemment après de la réalisation du chantier, quoi. Donc le dossier en question, il s'agit d'un ensemble 18e privé sur la commune de Domeray dans le Maine-et-Loire, qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire, dans lequel nous intervenions déjà depuis de nombreuses années dans le cadre d'un programme pluriannuel de restauration des toitures. Il s'agissait principalement de travaux de couverture, donc nous étions en direct avec le client et sous le suivi du SDAP. Ça a démarré avec un technicien du service en la personne de Monsieur Poulain quelques années auparavant, et il n'y avait pas d'architecte. Et là, l'objet de cette tranche de travaux, c'est donc sur la première image que vous voyez, c'est il y a une grosse tour carrée surmontée d'un petit campanile et à laquelle est accolé un petit dôme à l'impériale sur base ronde. C'est la chapelle du logis avec son petit cœur qui est le, 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 le dôme à l'impériale là sur base ronde. Le campanile que vous voyez est quelque chose qui a été simplifié au cours du temps. Donc effectivement, l'objet de la restauration était clairement d'essayer de restituer cet élément-là. Donc on était un petit peu à la limite de l'exercice de travailler en direct en fait avec le client sans archi du patrimoine, parce qu'en toute logique, ça aurait dû se passer comme ça. Donc après, l'UDAP nous a fait confiance pour qu'on puisse mener le projet. Et ça a fait l'objet d'échanges évidemment en amont avec eux. Donc le dossier présente le bâti, présente un diagnostic, présente des choix de restauration, un travail de recherche, de définition des ouvrages, et puis de tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'après il y a du dimensionnement d'ouvrages à faire. Il y a des travaux avec éventuellement d'autres corps de métier qui interviennent sur le chantier. Et puis après, évidemment, la présentation de la réalisation pure et simple des ouvrages en ce qui me concerne de travaux de charpente et de travaux de couverture. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à dérouler et après de se pencher concrètement dessus. Donc là, ça c'était en termes de diagnostic
par exemple, le petit raccord de pénétration entre le petit dôme, le petit bulbe et la tour carrée qui a été fortement réparé. Donc, en termes de diagnostic, ça prend tout son sens. Un petit peu de pierre qui a souffert. Et en dessous, évidemment, sans avoir besoin de regarder, j'ai forcément des ouvrages de charpente qui ont souffert. Le petit épi est le premier jet d'une idée de reconstitution de l'épizingue, dont la partie haute serait ce qu'on appelle une pomme de pin et qui surmonte le bulbe. Donc ça, c'était un premier jet qui avait été évoqué avec Monsieur Poulain en amont de cette réalisation. On peut passer à la slide suivante. En aide à la restitution, c'est un document d'archives. Alors, c'est toujours évidemment très important d'avoir ça. C'est un petit peu la base. Et sur cette photo, eh bien, on distingue effectivement un petit campanile surmonté d'une croix qu'on détecte probablement en fer forgé et qui ne ressemble en rien à ce qui était en résiduel sur la chapelle là. Donc ça, c'est une base. C'était une base de travail pour l'épi aussi. Et à partir de ça, il y a eu un petit travail forcément d'interprétation et surtout de recherche. Donc là, il y a eu un rendez-vous de fait avec Monsieur Turquette-Bourgard pour essayer de retrouver des ouvrages similaires sur lesquels on pourrait s'appuyer pour essayer d'extraire de façon un peu plus précise la forme de ce campanile. Donc, je pense qu'on verra ultérieurement plus précisément à quoi ressemble cette esquisse qui a été faite. Donc ça, c'était un peu la phase clé du travail de recherche, quoi. Si on passe à la slide suivante, voilà. Et à l'issue de ça, et de l'esquisse à main levée avec Monsieur Turquette-Bourgard, eh bien, j'ai remis j'ai reposé sur le bâtiment en vue en contrebas, en essayant d'extrapoler certains petits détails de réalisation, ce campanile. Et puis, il y a eu aussi un petit travail sur la croix, et c'était le document de départ de la réalisation. Et puis après, ultérieurement, ça a fait l'objet d'une validation de la dimension de l'ouvrage in situ avec une petite forme à l'échelle 1 pour valider définitivement la taille de l'ouvrage. On apercevra peut-être plus loin. Alors, ça, c'était la base des travaux parce qu'il y a eu des tranches précédentes, donc c'était on avait déjà cadré le format de l'ardoise, l'épaisseur, le type de pose de l'ardoise, les ventilations, les gouttières. Alors là, on a deux choses différentes parce qu'on avait deux bâtis différents. Il y en avait un d'apparat, la tour à gauche, et puis l'autre qui était plus un bâtiment moins visible. Donc tout n'est pas traité de la même façon, mais il y a une base commune et on est forcément après dépendant des choix qui ont été faits les années précédentes. Donc, je propose de passer. Oui, la partie charpente, une petite phase de diagnostic sur l'état, parce qu'on avait à la fois des dégâts causés par des pénétrations d'eau, donc on avait certaines pièces à remplacer en sous-œuvre, et puis on avait également une charpente qui présentait aussi des défauts de conception. Qui faisait qu'on avait des pièces qui étaient un peu trop sollicitées pour bien faire. Donc, on a aussi essayé de travailler dans cette direction-là. On peut passer à la slide suivante. Alors ça, on est plutôt sur les pièces à remplacer. Donc, vous voyez en haut à gauche qu'on a clairement des pièces qui ont fortement souffert. Et là, on est clairement à la jonction entre le bulbe et la tour carrée. Et c'est logique, cette petite pièce en zinc qu'on a aperçue sur la première image a été fuyarde probablement pendant des années. Et la pièce qui est en bas à droite, qui est une sablière qui a été surlignée, dont les contours ont été surlignés en rouge là,
et clairement a changé. Donc c'était presque la partie la plus délicate parce que au niveau accès, c'était très compliqué. On était au-dessus de la voûte, tout appui là, on ne pouvait pas étayer. Bon, un petit, une petite parenthèse sur la réalisation. Et puis après, on avait d'autres pièces. Là, on est plutôt sur l'embase du campanile. De la même façon, l'embase du campanile, on a des ouvrages de zinguerie qui ont dû se détériorer, qui se détériorent toujours plus vite que les parterres de base, et qui ont fait des entrées d'eau, quoi. Et puis en bas, on a une petite poussée sur la sablière. Comme je disais, des problèmes de conception. Donc on avait des assemblages qui étaient ouverts. Donc il y avait là aussi du travail à faire. On peut passer à la slide suivante. Alors ça, c'est le bulbe déshabillé. Il a fait l'objet de renforts parce que ça a été étonnamment voligé de niveau. On voit les voliges qui sont horizontales. Il n'y avait pas d'entretoise entre les chevrons sur une partie de charpente très importante. Et tout ça a été, somme toute, assez fragile. En tout cas, très inconfortable pour voliger, très inconfortable pour poser l'ardoise. On avait beaucoup de chevrons qui avaient beaucoup d'aubiers. Il y a eu des remplacements. Enfin, bon, un petit travail nous attendait en charpente sur ce bulbe. Donc, sur ma rédaction, renforcement de la structure, remplacement de certaines pièces, création d'une ligne d'entretoise au latis, remplacement d'un veau de panne. Donc ça, c'était à la jonction avec la tour carrée. Et si on passe à la suivante, bon, ça c'était l'installation de chantier. Donc je ne sais pas s'il reste des slides. Après, s'il en reste, la réalisation de la charpente. Donc là, les pièces neuves, on a assumé de mettre du sapin et des boulons pour faire les renforts. C'est-à-dire que la doctrine, c'était de dire les pièces préexistantes, on les restaure, on met des pièces de chêne, on en garde le maximum, on fait des greffes, on garde le maximum de l'état existant et on complète avec des pièces de chêne. Et en revanche, les renforts, ils seront forcément modernes, on les assume. On met des pièces de bois de qualité, mais si elles sont pas en chêne et qu'il y a des boulons, on l'assume, quoi. D'où la réparation de fermes par moise en Douglas. On peut passer à la phase suivante. On a aussi créé effectivement une ferme en sous-œuvre en forme de celle existante pour pallier effectivement aux défauts de conception initiaux. Donc on aperçoit, alors c'est pas facile de se rendre compte, on la voit plus sur l'image de gauche. Donc là encore, on a utilisé des techniques modernes parce que en gros l'idée c'est de garder la lisibilité de l'ouvrage préexistant, quoi. L'ouvrage préexistant et enchaîne avec des sections données et puis les interventions structurelles ultérieures sont clairement lisibles. On peut passer à la slide suivante. Là, on est rendu après sur la partie couverture. Et donc, quand on est sur des surfaces concaves, convexes, sur du bulbe, sur du dôme à l'impérial, comme ça, on volige systématiquement, on peut plier. On a des choses fines pour pouvoir tourner, des voliges fines et pas larges, qui peuvent tourner, qui sont souples. On travaille en plusieurs couches. Et on travaille pas horizontalement comme c'était fait initialement, mais plutôt en diagonale comme c'est présenté. Et puis après, là, ça présente la phase couverture ardoise posée au clou. Il est évident que sur la tour carrée, on n'a pas de sujet, on est sur une volige en 27 mm, un peu épaisse pour résister au clouage. La photo de droite présente la noue, donc le raccord entre le bulbe et la tour carrée. Qui est une noue circulaire. C'est un ouvrage qu'on a réalisé en plomb pour lui apporter une vraie durabilité et essayer de pallier aux défauts d'origine. Et ce plomb, on l'a posé sur une forme de plâtre parce que c'est classiquement le couvreur. Si le morceau de bois est compliqué à faire, on travaille facilement sur du plâtre. Là, ça s'y prêtait formidablement bien.
Et le petit bourrelet blanc qu'on voit à la jonction des deux, c'est notre support de plomb. Et puis il nous faut quelque chose de solide parce que notre plomb, on le bat à la batte et il faut aussi quelque chose qui réponde bien, quoi. La partie couverture du dôme du bulbe était aussi quelque chose qui sortait de l'ordinaire parce qu'on était d'abord sur quelque chose de concave puis de convexe, sur une base ronde, donc il y a un vrai défi. Dès l'instant qu'on est sur du convexe, on part sur de l'ardoise dite coffine, c'est-à-dire qu'on demande au carrier de nous sélectionner non pas des ardoises bien planes, contrairement à ce qu'on lui demande systématiquement d'habitude, mais plutôt des ardoises bombées. Donc ça nécessite un tri de leur part en carrière de certains répartons qui présentent justement cette particularité d'être bombés. Et la façon la plus simple pour eux, c'est d'avoir des répartons un peu d'assez grande dimension, bombés. Et après, libre à nous de les fendre, évidemment, et libre à nous après, sur un grand format qui est souvent à Borsier, d'aller chercher la dimension dont on a besoin et en fonction de comment on oriente notre débit sur un grand format d'ardoise, on a l'ardoise qui nous va bien. C'est un peu, je ne sais pas si vous me suivez, c'est un peu complexe. Donc la vue à l'achèvement hors épi de fêtage du bulbe, du dessus, donc la partie haute, on est rendu sur une partie qui est plate, donc à un moment donné, on arrête l'ardoise. On est sur du cintré, le plomb se prête bien à l'ouvrage. Et puis enfin, la partie décorative a fait l'objet, donc c'est la photo de droite, d'un travail de composition chez l'atelier de l'ornemaniste. Donc on a travaillé avec l'atelier Auder à Bossé, sur la commune de Baugé, qui est capable de nous faire des ouvrages à la fois d'estampage et des ouvrages tournés, comme c'est le cas sur cette pomme de pin. Donc la pomme de pin, la partie haute, c'est de l'estampage, et toute la partie en dessous, qui sont des parties cylindriques, font l'objet d'un tournage. Donc il a un tour qui lui permet de faire ses formes bois et qui lui permet aussi de repousser le métal sur ses formes bois. Et in fine, d'avoir des épis totalement circulaires. Donc on a essayé d'accommoder, excusez-moi, en fonction des différents moules qu'il conserve et qu'il a, essayer de reconstituer au plus près l'esprit d'origine de ce qu'on a pu déceler de l'image, et puis ça a évidemment fait un petit travail de validation auprès de l'architecte des bâtiments de France. Donc l'épi terminé en bas à droite et en place à gauche. La partie chapelle, donc la photo de gauche, c'est ce que j'évoquais, c'est la mise en situation d'une petite maquette à l'échelle 1, qui n'est pas en volume, qui est juste dans le plan, mais ça nous permettait de valider la dimension finale du campanile. Donc là aussi, on fait remonter l'information, on fait valider. Et puis à droite, eh bien, c'est notre support bois fabriqué dans notre atelier. Et puis j'imagine que les photos suivantes concernent, voilà, effectivement, donc l'habillage plomb, donc ça a été fait en plomb. Donc vous voyez, on a une petite base carrée dans laquelle vient s'enchasser un petit dôme. Donc là, il y a un travail formidable à faire à l'atelier d'ouvrage en plomb, à la fois sur des formes planes et à la fois sur des formes en 3 dimensions. Donc il a été totalement fabriqué et habillé à l'atelier avant d'être installé. Voilà, la petite croix a fait l'objet d'un travail avec un artisan ferronnier local, Monsieur Rousseau. Ça a subi un petit thermolaquage. Il y a une petite collerette qu'on aperçoit à la jonction du plomb là pour faire un petit renvoi d'eau, parce que c'est souvent le point névralgique sur ces ouvrages. Et ça pérennise l'ouvrage qui est dessous, parce que du coup, on n'a pas d'entrée d'eau. Et en gros, on a des petits rinceaux qui sont riftés sur les barres. Et on l'a posé lui aussi à l'atelier, et il est en place sur la photo droite, qui n'est pas de bonne qualité. Il y en a d'autres. Donc les deux. Voilà. Et la vue d'ensemble à l'achèvement. Voilà. Donc sur le moment, il est clair que ce dossier, pour nous, c'était un peu l'image de marque de l'entreprise. On était super content d'avoir réalisé un tel projet et de le présenter
de le présenter en commission patrimoine. Mais il est clair que le patrimoine pour les artisans de la CAPEB, c'est aussi et surtout du petit patrimoine. C'est pas forcément des châteaux non plus. Il peut ne pas être protégé. La majorité du patrimoine qu'on croise, en réalité, n'est pas protégé. Et à travers la qualification, la marque CIP, de toute façon, on va pas juger de la taille ou de la beauté d'un ouvrage, hein, mais surtout de la capacité de l'artisan à orienter favorablement des travaux de restauration. Il est évident qu'on va juger son œil, ses conseils, et puis bien sûr son geste. Donc, du coup, ce qu'on croise en dossier en commission, c'est un mélange de petits bâtis vernaculaires et avec des petites interventions éventuellement, tout comme ça peut être des grosses tranches de travaux sur un bâti prestigieux. Voilà. Donc, après, si vous voulez que je parle de mon intérêt pour le CIP patrimoine, je peux aussi. Ça dépend du temps qui nous est imparti. On a encore le temps. Hum. Je ne sais pas s'il y avait des questions déjà. Je crois que Gabriel souhaite poser une question, donc je propose de prendre la question de Gabriel et puis peut-être après, Sébastien, évoquer votre intérêt, par le pourquoi vous êtes engagé dans cette démarche. Hum. Gabriel, juste remettre ton micro, voilà. Donc, Pardon. c'est sous forme peut-être même de commentaires, en fait. Merci beaucoup, Sébastien Rituet, parce que là, tu as fait vraiment la passerelle, l'illustration de ce qui est du domaine du dialogue entre les métiers. Tu as parlé des métiers d'art, tu as parlé de l'architecte, l'homme de l'art, l'architecte des bâtiments de France, et puis le conseil que tu dois apporter aux clients. Donc, je trouve que ça, c'était remarquable. Tu as mis en valeur aussi la façon de fabriquer des ardoises, pardon. Comme moi, j'ai pu le voir à la mine bleue, je pensais que ça faisait partie des musées, et puis je vois que c'est encore très opératif, et ça, c'est très bien. Et puis, pour ce qui est du thème de notre connexion aujourd'hui, eh ben, tu illustres d'abord la mise en œuvre de la Charte de Venise et des préconisations de l'ICOMOS et de l'UNESCO, c'est-à-dire que quand on a une intervention, si elle transforme fondamentalement des choses, et là c'était une histoire de renfort, on doit la voir, on doit la lire. Et puis les préconisations des cahiers des monuments historiques du ministère de la Culture dans le domaine de la charpente et de la couverture. Donc j'ai envie de dire, on aurait dû mettre que Sébastien Rituet pour expliquer tout ça. Et je voulais aussi dire à Jean-Marie Landre, juste une petite précision, il a parlé de Philippe Perron, il faut préciser que le formateur dans plusieurs régions de France du CP Mention Patrimoine, c'est effectivement un architecte du patrimoine, c'est Philippe Perron. Dans d'autres régions, c'est un autre architecte du patrimoine, mais c'est un dispositif de formation de 3 à 4 jours pour expliquer aux artisans ce qu'on attend d'eux sur le domaine de la conservation-restauration. Voilà. Donc, il y a tout un petit champ culturel qui est approché grâce à cette formation. Donc, encore une fois, félicitations à la CAPEB et à Sébastien Rituet. Merci. Merci Gabriel. Je vois qu'il y a une question de Manuel Fernandez. Si vous souhaitez poser votre question, je vous en prie. Bonjour, j'ai fait mettre la vidéo. Oui, donc j'aurais voulu savoir quel était le contenu général de la formation CIP. 3-4 jours, quels sont les thèmes qui sont abordés et présentés aux artisans? Merci. Alors, pour le premier jour, il y a une introduction qui est faite sur le bâti ancien, avec une définition, alors choix du parti architectural dans le cadre d'un projet. Ensuite, la notion de patrimoine est abordée avec l'historique, l'apparition de la notion patrimoine, un historique de la mise en avant des systèmes de protection du patrimoine bâti. En fin de matinée, une partie sur l'évolution des ensembles bâtis, des techniques et des savoir-faire, où là, on va plus aborder les matériaux et les techniques et les évolutions à travers l'histoire. Donc ça, c'est plutôt en fin de journée, pardon. Pour le jour 2, donc, sont introduits les principes constructifs des bâtiments anciens, les fondations, les murs, les charpentes, les planchers et le fonctionnement hygrothermique. Ensuite, vient l'analyse et le diagnostic, justement, on y revient, avec les constats, l'identification des
des causes, des pathologies, les ennemis du bâtiment, les désordres évolutifs et une partie diagnostic, comme on le voit, et analyse avec la recherche de l'origine des désordres sur les fondations, les murs en élévation, les parties hautes, également les parasites, donc au niveau biologique aussi, l'analyse biologique. Et le jour 3 est réservé pour une visite d'un site ou d'un bâtiment ancien pour la matinée, toujours avec le formateur, sur une lecture du bâti ancien. Et l'après-midi est plutôt réservé à la rencontre des services de la DRAC, avec l'intervention d'un architecte bâtiment de France. Et ensuite viendra, en fin de stage, c'est un focus sur les dossiers CIP Patrimoine, justement, en expliquant aux artisans comment remplir le dossier et un peu le process du CIP Patrimoine pour devenir titulaire, quoi. C'est suite aux stages qui sont en train de suivre, voilà, il y a des dates de commission pour lesquelles il expliquait qui devront fournir un dossier. Et on leur explique comment constituer le dossier de référence, de la partie présentation de l'entreprise jusqu'à la partie plus technique. Merci. Ça semble très complet, notamment sur une sensibilisation au-delà du simple métier technique, sensibilisation sur tous les aspects du patrimoine. Est-ce que peut-être Sébastien Ritoué, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette formation justement en tant qu'artisan et puis en tant que référent? Oui, tout à fait, parce que je voulais, parce que c'est un éternel débat en fait, la, la valeur, la valeur et la notoriété du CIP Patrimoine. Pour moi, c'est vraiment un révélateur de nos compétences, mais c'est aussi un révélateur de notre envie de se préoccuper du patrimoine, quoi. Donc, c'est quand même un moyen d'identifier les personnes qui ont ces capacités et qui ont cette envie, quoi. Et après, à bien connaître le système désormais, c'est quand même un vrai révélateur de qualité, eu égard aux exigences, je trouve, de constitution des dossiers, parce qu'il faut quand même qu'on mette des vraies photos, des vrais arguments, il y a des questions, il y a un cadre à remplir, et on peut pas se ramener en ayant fait un dossier moyen, en ayant mis des images moyennes, en n'ayant pas d'image de près. Il est clair que de toute façon, si d'aventure un artisan envisage de présenter un dossier tel que ça, de toute façon, il sera même pas présenté. Le tri sera fait en amont et il passera pas à la commission, quoi. Et après, même s'il est à la commission, on peut avoir encore des recalages, quoi. Donc, et en gros, la conclusion de la commission, on peut en conclure que soit c'est un travail impeccable, ou soit on part sur de la remarque constructive, ou soit on a des vrais débats des fois sur des points qui relèvent de la doctrine, tout comme il peut être totalement refusé, quoi. Donc, et après, je dirais que c'est un révélateur de qualité aussi eu égard à la qualité de la commission, parce que on est entre pairs, mais on n'est pas que entre pairs. Voilà, le fait qu'il y ait des interlocuteurs du patrimoine et pas des moindres en commission permettent tout de suite de positionner le débat, quoi. La formation, effectivement, même si ce n'est que 3 jours, c'est quand même une petite montée en compétences. Il y a du contenu, il y a de la culture générale. Et puis effectivement, c'est avant tout une vision du patrimoine, quoi, à laquelle on doit se conformer, à laquelle on doit avoir, quoi. Et puis après, j'ajouterais que cette formation, c'est un point de départ, mais du coup, quand on est dans le CIP patrimoine, elle est continue, parce que le simple fait de siéger à cette commission, eh bien, on y est aussi pour continuer de se cultiver sur
mais éventuellement son propre métier, mais aussi ceux des autres. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une menuiserie, comment on restaure une menuiserie? Qu'est-ce qui fait que celle-ci elle mériterait d'être conservée? Pourquoi cet enduit-là devrait être conservé? Et comment on s'y prend pour le restituer? Quel savon on utilise? Du coup, il y a tout je vais dire, un tas de débats qui émergent de la commission et qui sont formidables à suivre, quoi. Et du coup, c'est toute une culture générale qui est somme toute nécessaire pour les gens qui évoluent dans le patrimoine, quoi. Et puis après, bah, j'ajouterais que pour tout artisan, c'est aussi un réseau de personnes insérées dans le patrimoine. Donc, personnellement, je trouve que c'est un super outil parce que sur une zone géographique donnée, eh bien, on est capable d'identifier un peu plus facilement un interlocuteur intéressé au bâti ancien sur tel métier, quoi. Donc voilà, c'est un outil, quoi. Donc et puis après, effectivement, j'ajouterais qu'elle a un peu les défauts de ses qualités parce qu'on n'est pas très nombreux, mais je sais que le fait que il y a un petit côté quand même assez drastique fait qu'on décourage certaines personnes. Bon, là, en ce moment, on est particulièrement peu nombreux, mais il y a eu des commissions qui n'ont pas eu lieu. Il y a eu aussi du turnover dans l'équipe. On a un petit passage à vide qui doit se... Mais là, avec une remise en ligne très rapide désormais. Et puis, j'ajouterais, en termes de signes de qualité, le fait que l'architecte des bâtiments de France nous suive de près. Je pense que pour lui aussi, c'est un outil. Et plus récemment dans le temps, j'ai aussi des architectes du patrimoine qui consultent désormais cette base. Et, et là aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Donc voilà pour ma vision de l'outil. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a, je crois que la présentation touche à sa fin, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions, enfin, on peut encore se donner quelques minutes pour d'éventuelles questions, sachant qu'encore une fois, tout vous sera envoyé. Voilà, on se laisse quelques minutes et puis après, je proposerai bah, peut-être à Gabriel ou à Francis de clôturer cette 14e connexion. Pas de questions apparaître tout de suite, sinon n'hésitez pas à lever la main. En tout cas, merci à chacun pour votre présence et merci à chaque intervenant pour leur intervention et la présentation voilà, du label de la Fondation du patrimoine et du CIP Patrimoine. Euh, Peut-être que je donne la parole d'abord à Gabriel puis à Francis, si ça vous va, Gabriel. Oui, alors d'abord, effectivement, remercier nos intervenants aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont beaucoup préparé, ils ont passé du temps et je les en remercie. Pour le groupe Charte Label Marque au sein du pôle patrimoine, on souhaitait à un moment donné travailler sous forme soit d'atelier, soit de visioconférence, en tout cas d'essayer de commencer à expliquer ce qu'on peut attendre d'une charte, d'un label et comment ça se décline dans notre région. Et donc, franchement, là, je suis très content parce qu'on a un label sur un domaine lié au territoire ou un porteur de projet, et puis nous avons des intervenants qui interviennent au nom d'une qualité de travaux requise. Donc je trouve que si on peut nous encore proposer un ou deux autres connexions sur le sujet, on sait qu'on a d'autres intervenants potentiels qui nous attendent. Et encore une fois, merci beaucoup. Je pense que beaucoup ont dû découvrir la richesse des deux dossiers, Fondation du patrimoine, CP Mention Patrimoine. Merci encore. Francis. Je vais clôturer donc en remerciant les intervenants et le groupe Charte Label et Marque qui nous ont préparé effectivement cette présentation. J'invite tous les participants à rester à l'écoute en suivant le site internet et la page Facebook du pôle patrimoine pour découvrir les prochaines connexions que nous offrirons en 2024.
les thèmes ne sont pas encore fixés, mais je ne doute pas que vous y trouverez de l'intérêt. Donc, merci à vous d'avoir été présents et n'hésitez pas à parler des connexions si vous avez trouvé que c'était intéressant. On ramène encore plus de monde. C'est bien notre objectif de faire partager les connaissances et les compétences et les savoirs. Donc, faites de la pub autour de vous sur les connexions. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Sophie pour l'organisation de cette session et bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Au beaucoup. revoir.